C'est un véritable coup de théâtre qui est survenu ce jeudi devant la cour d'appel de Nîmes lors du délibéré dans l'affaire dite de la CNIM. Franck Proust, président de Nîmes Métropole, a été lourdement sanctionné à 12 mois de prison avec sursis et 15 000 € d'amende. Il écope en outre d'une peine d'inéligibilité de 5 ans, alors que le parquet général ne l'avait pas requise lors de l'audience sur le fond survenu en février dernier. Cette sanction exemplaire pose désormais la question du maintien en poste de l'élu nîmois, une démission balayée de la main par ses avocats qui ont décidé d'un pourvoi en cassation, un pourvoi qui suspendrait la décision. En clair, Franck Proust bénéficierait d'un sursis et pourrait poursuivre ses activités de président de Nîmes Métropole, mais le souhaitera-t-il ? Cette décision de justice ne risque-t-elle pas d'entacher la suite de son mandat ? On en parle dans Bonsoir le Gard. Allez, on va démarrer avec Boris Delacruz rapidement avant d'interroger l'avocat Guillaume Barnier qui est avec nous en plateau. Boris, d'abord, pour comprendre bien l'histoire autour de l'affaire de la CNIM, c'est quoi déjà la CNIM ? Alors la CNIM, c'est la Société d'économie mixte qui réalisait les grands travaux pour la ville de Nîmes et pour les collectivités territoriales dépendant donc de l'agglomération de Nîmes. On parle depuis très longtemps de cette affaire dite de la CNIM. C'est quoi concrètement ? Alors au départ, ces deux fonctionnaires, c'est ceux qui a émergé des débats judiciaires devant la cour d'appel, ces deux hauts cadres donc de la CNIM qui ont révélé des dysfonctionnements et des irrégularités autour de la passation de marchés publics et des comptes publics de cette société. Donc il y a deux thématiques qui sont mises en avant, en tout cas dans l'affaire judiciaire qui nous intéresse, qui commence au début des années 2000, au moment où donc Franck Proust est le président de cette structure. Franck Proust à l'époque est adjoint à la mairie de Nîmes, il est président donc de la CNIM. Et à ce moment-là, donc, il y a des travaux qui sont réalisés, de nombreux travaux sont réalisés, et deux scènes différentes en fait vont intéresser les enquêteurs suite aux dénonciations des deux hauts cadres. C'est les travaux dits du triangle de la gare, ça se situe juste à côté de nos bureaux de l'avenue Feuchère, où en fait on a reproché du saucissonnage, c'est-à-dire des plusieurs parties. En fait, il y a une enveloppe, par exemple, des travaux qui coûtent 290 000 €, on va les scinder en 3 ou 4 morceaux à moins de 90 000 € pour s'éviter l'accusation. Hein. Pour s'éviter de passer par l'appel d'offres. Voilà. Donc c'est les premiers faits qui sont reprochés donc aux prévenus. Et ensuite il y a des faits qui concernent plus directement Monsieur Colonna d'Istria donc et son avocat Maître Barnier. C'est des ventes de terrain qui appartenaient donc à la CNIM et qui ont été achetées par le promoteur immobilier Monsieur Colonna d'Istria. Alors ce matin, coup de théâtre, bien évidemment, c'est dans le cadre de ce coup de théâtre aussi judiciaire que nous avons organisé cette édition spéciale, puisque Franck Proust, le président de Nîmes Métropole aujourd'hui, a été lourdement condamné. Et vous qui avez suivi le procès depuis le début, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette décision ? En fait, l'audience se déroule en 2 temps. Je parle de l'audience, non pas de la procédure, qui dure beaucoup plus longtemps. L'audience se déroule en 2 temps, d'abord en juillet 2021. En juillet 2021, il y a 5 prévenus, dont M. Proust et M. Colonna d'Istria, qui comparaissent devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour des faits dits de corruption, donc de favoritisme et de trafic d'influence, plus précisément. À ce moment-là, donc, la juridiction donc, du premier degré, le tribunal correctionnel de Nîmes, fait droit aux arguments de la défense qui invoquait un délai irraisonnable de procédure. Bon, c'est vrai que cette affaire dure depuis très longtemps. Tout à fait, début des années 2000, jusqu'à la mise en examen. Donc je crois que l'enquête débute en 2004-2005. Monsieur Proust 2010. Est mis en examen en 2006. Monsieur Proust 2017. Est mis en examen en 2017. Tout à fait. Mais elle débute en 2002-2003. Pour des faits dont certains ont été commis en 99. C'est ça. Donc, sur la procédure, on peut considérer que ça a été très très long. Les avocats, en fait, estiment que le délai est irraisonnable, donc ils ont fait valoir ce droit, et le tribunal correctionnel leur a donné raison. Donc, on n'a pas abordé le fond du dossier, sur les problèmes du triangle de la gare et de la vente donc des terrains. Le tribunal a dit, on n'aborde pas le fond, les arguments de la défense sont bons, donc on applique le délai raisonnable. Donc, l'affaire, pour nous, c'est terminé. Juridiction du premier degré.
Le parquet de Nîmes a estimé en fait que, eux, ils estimaient que le délai était raisonnable et que, en tout cas, la théorie du délai raisonnable, en tout cas, était plus la théorie du délai raisonnable, en fait, était plus applicable pour des problèmes liés à de la détention. Donc, le parquet de Nîmes a décidé de faire appel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu ce délibéré et qu'au mois de février, ils ont plaidé, les avocats, devant la cour d'appel de Nîmes. Et là, la cour d'appel de Nîmes, en fait, n'a pas dit immédiatement que le délai était raisonnable. Ils ont joint l'incident au fond, c'est-à-dire ils ont pris le dossier dans tout le volume du dossier, y compris au fond, et ils ont abordé donc à la fois le problème de procédure lié au délai raisonnable et à la fois donc le fond. Donc aujourd'hui, au délibéré de la cour d'appel, c'est assez complexe, c'est assez technique. Donc je vous en prie, Boris, allez-y. C'est très clair, en tout cas, vous nous l'expliquez bien. Aujourd'hui, en fait, la cour d'appel de Nîmes a estimé que le délai raisonnable, on pouvait le mettre de côté, ça comptait pas. Les avocats ne sont pas d'accord et ils ont fait un pourvoi en cassation. Ils vont nous expliquer ça dans un instant. Maître Barnier va nous l'expliquer. Mais par contre, ils ont estimé qu'il y avait suffisamment de charges pour condamner en fait les 5 prévenus poursuivis devant la cour d'appel de Nîmes. Donc, M. Proust, président de l'agglomération de Nîmes, M. Colonna d'Istria, promoteur immobilier, et également des entrepreneurs. Boris, je vous en prie, on va poursuivre. Posez vos premières questions à Maître Barnier qui est avec nous ce soir en plateau et qu'on remercie d'être là ce soir. D'abord, Maître, je suppose que la décision ce matin de la culpabilité, des culpabilités, puisqu'il y a 5 prévenus qui sont condamnés, est-ce qu'elle vous a surpris cette décision ? Évidemment qu'elle nous a surprise, puisqu'on a toujours soutenu qu'on était coupable d'aucune infraction pénale. Je crois qu'on l'a longuement plaidé, longuement évoqué devant la cour d'appel, puisqu'effectivement, vous l'avez justement rappelé, on ne l'a pas évoqué devant la juridiction de première instance qui avait décidé d'annuler la procédure au regard du délai déraisonnable. On est frustré, je suis frustré parce que je n'ai pas l'impression que ces 2 jours d'audience aient véritablement permis d'appréhender l'ensemble des arguments qu'on a formulés, les nombreuses pièces qu'on a produites, qui, je trouve, sont très rapidement balayées par la juridiction d'appel. Monsieur Colonna, votre client, comme Monsieur Proust, sont condamnés pour trafic d'influence. Ça veut dire qu'il y a eu un échange, une magouille, quelque chose entre la collectivité territoriale, donc son président, et le promoteur immobilier Colonna d'Istria. Monsieur Delacroix, je vous regarde dans le blanc des yeux et vous avez employé un terme qui est important. Il y a eu une magouille. Je peux vous garantir qu'en l'état de ce qui est jugé par la Cour d'appel de Nîmes, il n'est pas indiqué qu'il y a eu une magouille. Et c'est bien ça qui est problématique, parce qu'on vient qualifier un trafic d'influence qui, dans l'esprit collectif, renvoie effectivement à des manœuvres qui sont extrêmement contestables, qui en l'occurrence ne sont absolument pas qualifiées, puisque absolument aucun enrichissement personnel de la part de M. Proust n'est démontré dans ce dossier, pas plus que le versement d'une somme d'argent par M. Colonna, pas plus qu'un quelconque avantage au bénéfice de M. Proust, et c'est bien sur ces arguments qu'on compte se battre dans les mois à venir. Parce que le terme trafic d'influence, en fait, a une connotation très péjorative. Monsieur, madame, tout le monde, mais également en droit. Le trafic d'influence, si vous m'arrêtez si je me trompe, c'est un délit qui consiste pour un homme qui a des charges publiques de percevoir des dons ou un arrangement où on lui a octroyé quelque chose. C'est ça le trafic d'influence. Donc en fait, si vous voulez, ça a une connotation aussi juridique très importante et très défavorable pour vos clients. Tout à fait, c'est très défavorable parce que quelles sont les décisions de condamnation en matière de trafic d'influence ? Typiquement, je schématise, mais c'est l'exemple de l'élu sulfureux qui se fait payer ses vacances à l'île Maurice par le chef d'entreprise du coin, ou ce genre de choses. C'est ça le trafic d'influence. Or là, vous avez assisté au débat qui était public, vous avez sans doute pris connaissance de la décision rendue par la Cour d'appel qui l'est également. Il n'y a absolument pas de fait de cette dimension-là. La seule relation qui est faite, et le procureur de la République l'a requis, la seule relation qui est faite entre M. Colonna d'Istria et M. Franck Proust, c'est la location d'un local de campagne à des conditions financières tout à fait normales, tout à fait basiques et en toute transparence. Et on a réussi quand même, alors que les faits, vous l'avez rappelé, M. Samary, datent d'il y a quand même un petit moment, à remonter cette comptabilité, à tout démontrer. Et je trouve assez surprenant de la part d'une juridiction telle
appelle la Cour d'appel de Nîmes, d'en faire totalement fi dans son arrêt. Enfin, la Cour d'appel de Nîmes, en fait, a jugé au bout de 2 jours d'audience. D'après vous, sur quels arguments, en fait, elle a pu prononcer une condamnation sur ce fameux trafic d'influence ? Elle considère qu'à partir du moment où il existe une relation entre M. Colonna d'Istria et M. Proust dans le cadre d'une relation professionnel en ce qui concerne M. Colonna, puisqu'il est un opérateur immobilier, donc il a vocation à consentir des locations commerciales ou pas. Le fait d'avoir été en relation à titre privé avec Franck Proust, à l'époque candidat à une élection législative, et concomitamment ou dans des temps un peu décalés, d'avoir été en relation d'affaires pour le compte d'une société d'économie mixte dont il avait la présidence, sont suffisants pour qualifier un trafic d'influence. Et c'est en cela que je le conteste très vigoureusement. Je crois que c'est le cas de l'avocat de Franck Proust également. On était ensemble cet après-midi. Et je le conteste. Je fais une simple observation de mise en perspective, si vous le voulez bien, parce qu'elle vous intéressera. Moi, dans mon exercice quotidien, je défends beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup d'élus locaux, des élus de petites collectivités territoriales, qui nécessairement ont des relations avec des gens avec lesquels ils ont des relations économiques. Et cette décision, je le dis haut et fort, et je me battrai pour que la vérité judiciaire éclate enfin, elle est très dangereuse pour la vie publique en général, parce qu'elle ne peut que paralyser l'action publique. Votre client, M. Colonna d'Istria, promoteur, est dénoncé au départ de l'affaire, est dénoncé par 2 hauts cadres de la CENIM, disant que M. Colonna, ça a été évoqué à l'audience, et c'est public. Tout à fait. Dénonçant en fait M. Colonna en précisant qu'il n'avait ni la capacité juridique ni la capacité financière en fait pour pouvoir récupérer ces terrains. Qu'est-ce que ça a été évoqué à l'audience? Je suis d'accord avec vous, M. Lacroze, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à une contre-vérité absolue, Jean-Luc Colonna? Pour vous, c'est une contre-vérité. Jean-Luc Colonna, je vais vous l'expliquer, vous la justifier par un seul élément, qui est d'ailleurs dans l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes, qui s'en est servi dans un autre sens. M. Colonna d'Istria, ça parlera à chacun d'entre vous, c'est le promoteur qui a réalisé le centre commercial des 7 collines. Quelqu'un qui réalise le centre commercial des 7 collines, vous croyez qu'il n'a pas la capacité d'acheter un terrain au bord du périphérique à Nîmes à une époque où il y avait un autre restaurant qui s'appelait le Bodegone Colonial qui avait fait faillite? C'est pas sérieux. Mais ce qui est reproché aussi, c'est que M. Colonna ait récupéré un terrain à la CENIM, et vous m'arrêtez si je me trompe. Bien sûr. Il a récupéré ce terrain, et en fait, il a revendu très rapidement avec une plus-value hyper intéressante. Je conteste fermement, et je regrette encore une fois que les éléments financiers qu'on ait livrés n'aient pas été pris en considération. J'affirme sur votre plateau que quand on écrit que M. Colonna a gagné 1 800 000 € dans cette opération, c'est une contre-vérité absolue, et nous l'avons démontré dans le dossier de pièces qui est joint à nos conclusions. Et je regrette qu'une telle contre-vérité, qui avait effectivement été assénée par le parquet dans ses réquisitions, ait été reprise par la juridiction de jugement. Alors il y a une autre thématique concernant une infraction de trafic de favoritisme, de corruption, c'est le fameux triangle de la gare. Là, on s'est aperçu en fait qu'il y avait, en tout cas selon l'accusation, il y avait un système de saucissonnage. C'est-à-dire en fait que les travaux ont été coupés en plusieurs morceaux pour éviter, comme on disait tout à l'heure, la procédure d'appel d'offres. À l'audience, c'est un sentiment d'audience, hein. Je n'ai rien d'autre, hein. Mais à l'audience, en fait, j'ai eu l'impression que ce dossier-là était très accablant pour vos clients. Alors, il était sans doute pour ceux qui étaient concernés, parce que Jean-Luc Colonna n'était pas concerné par ce volet-là du dossier, mais effectivement, on a assisté à la même audience. Je ne dirais pas que c'était plus accablant. Attention, dans ce volet-là, il y avait 2 volets, hein. Il y avait un volet qui n'intéresse pas l'élu, qui est un volet d'entente entre entreprises, et un volet de favoritisme, pour lequel, je le rappelle quand même, Franck Proust a été relaxé, hein, sur ce volet-là. On n'en parle pas, mais il faut quand même le dire. Effectivement, sur l'audience, on a senti qu'il y avait plus de difficultés à justifier certaines choses, puisqu'effectivement, il n'était pas contestable que certains marchés avaient été signés, etc. Mais c'est inhérent à ce délit, qui est un délit qu'on appelle matériel en droit, qui est constitué dès lors qu'il y a un fait, si vous voulez. Or, là, la Cour est allée plus loin, puisqu'elle n'a considéré que M. Proust n'avait absolument aucune connaissance de cette complexité inhérente à ce que vous avez très justement rappelé, le saucissonnage, et de toutes les règles très compliquées qui changent tout le temps, qui s'appliquent, et partant du fait qu'il n'avait aucune espèce ni de compétence, ni qu'il avait la conscience de ce que potentiellement il manquait à une règle de publicité de mise en concurrence, la Cour est entrée
après, ne l'a pas condamné sur ce volet-là. Alors il y a quelque chose qui fait réagir beaucoup, c'est peut-être plus politique que judiciaire, mais qui fait beaucoup réagir le microcosme politique aujourd'hui, c'est dans la condamnation de M. Proust, outre la prison avec sursis, outre la peine d'amende, c'est la peine d'inéligibilité pendant 5 ans. M. Proust va-t-il démissionner ? Alors, il ne m'appartient certainement pas de répondre à cette question, M. Delacroze, vous le comprenez bien, je ne suis a-t-il l'obligation de démissionner ? Je suis sur votre plateau en qualité d'avocat et pas en qualité de citoyen ni d'électeur, donc je me garderai bien de tout. Ça a alimenté toute la journée quand même. Ça a alimenté toute la journée, je le comprends. Savoir si c'était le jugement mais était en fait, en droit, est-ce que M. Proust, parce qu'en fait, là aussi, il y a 2 thèses, elle n'est pas simple cette histoire, dans la procédure, Alors pour moi, elle est très simple, mais je vais vous répondre. Mais sur l'inéligibilité, selon vous, doit-il démissionner ou pas ? Je vous réponds de la même manière que ce que je viens de le faire. Je ne vous donnerai pas mon avis personnel. Non, mais en droit. En droit, si M. Proust ne souhaite pas démissionner de son mandat de président de Nîmes Métropole, il est en droit de le faire, dès lors qu'un pourvoi en cassation sera inscrit, pour une bonne et simple raison, c'est que la décision de la Cour d'appel n'est pas assortie sur le volet pénal de ce qu'on appelle l'exécution provisoire en droit, et par conséquent, le pourvoi en cassation sera suspensif. Donc, vous avez assisté à l'audience, M. Delacroze. La Cour d'appel, au début, nous a bien rappelé lorsqu'elle était saisie qu'elle n'était saisie du dossier pour la première fois. Offrons à M. Proust, s'il le souhaite, et il lui appartiendra de le dire le cas échéant, le droit de faire valoir ses droits jusqu'au bout et d'user de toutes les voies de droit, y compris celle du pourvoi en cassation, qui est une voie dans toutes ces affaires de trafic d'influence qui est systématiquement utilisée. Donc pour vous, pour que la peine s'applique, il faut que la Cour de cassation statue ? Oui. Oui, il faut que la Cour de cassation statue. Alors, je ne prétends pas connaître la lettre du Code pénal, du Code de procédure pénale par cœur, et il y a sans doute dans ce type de délit des aménagements à regarder de près, mais très objectivement, j'ai des exemples en tête où il n'y a pas de difficulté pour continuer d'exécuter un mandat tant que le pourvoi est pendant et qu'il n'est pas statué sur ce pourvoi. La difficulté également pour les prévenus, c'est que la Cour d'appel a jugé sur le fond de l'affaire. Le dossier va aujourd'hui partir à la Cour de cassation. La Cour de cassation va juger sur le droit. Y a-t-il un problème de droit, de loi, dans la décision rendue aujourd'hui, l'arrêt rendu aujourd'hui par la Cour d'appel ? Mais en fait, sur le fond, les débats pendant 2 jours, est-ce que vous ne trouvez pas en fait qu'il s'agit peut-être d'argutie judiciaire ou de stratégie judiciaire de plaider le droit, alors que le fond, la seule juridiction qui a statué sur le fond, elle vous donne tort, c'est la Cour d'appel de Nîmes. À ce jour, en tout cas. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, je comprends ce que vous dites. Par contre, je ne partage pas votre avis sur le fait que ce qu'on pourrait potentiellement soulever devant la Cour de cassation, et il va nous appartenir de le faire avec les avocats à la Cour de cassation, parce que sachez que les avocats que nous sommes, que ce soit Philippe Expert ou moi, perdons un petit peu la main sur le volet en cassation. On va travailler de concert avec des avocats parisiens qui ont un monopole. Je pense qu'il y a quand même 2 sujets en droit, et je pense que la question du délai déraisonnable, c'est un sujet qui, je vais venir sur le fond de l'affaire, M. Delacroze, est un sujet qui est quand même, c'est pas une argutie juridique. Venir juger quelqu'un pour des faits dont certains datent de 1999, on peut quand même légitimement se poser la question, je peux vous poser la question à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faisiez en 1999 à tel jour, à telle heure ? C'est peut-être un peu compliqué de venir se justifier sur des faits quand on s'appelle Franck Proust ou Jean-Luc Colonna d'Istria, qu'on a multiplié les relations d'affaires pendant autant d'années. Donc c'est le premier point qui, en droit, et vous le savez, vous l'expliquerez peut-être, intéressera la Cour de cassation puisqu'il y a toute une série d'affaires sur cette notion de délai raisonnable. Sur le fond, nous allons nous battre sur le fait que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas pour nous caractérisés et que potentiellement une erreur de droit a été commise par la Cour d'appel. Nous allons le soulever, nous allons le soutenir et nous ambitionnons que la Cour de cassation puisse faire droit à cette argumentation, et si elle suit ce qui est sa pratique en général, elle renverra devant une Cour d'appel de renvoi et on pourra redébattre du fond, et c'est avec plaisir. Et Maître Barnier, c'est quoi cette erreur précisément ? Parce que vous ne nous avez pas donné la réponse là.
Sur l'erreur de droit, il y en aura peut-être d'autres, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de tout vous dire, bien mais sûr, sur mais celle que vous avez identifiée tout de suite. et Boris Delacroze l'a rappelé, que pour qualifier un trafic d'influence, il faut qualifier un pacte de corruption. Et en l'état de l'arrêt, c'est l'élément matériel de l'infraction. Il y a 3 éléments dans une infraction, un élément matériel, un élément intentionnel, un élément légal. L'élément légal est lié. On affirme que ni l'élément matériel, ni encore moins l'élément intentionnel n'existe dans cette affaire, et qu'en l'état du jugement rendu, il n'est pas qualifié un élément matériel, donc nous plaiderons sur ce volet-là également. Sur l'inéligibilité, moi j'ai une interrogation là-dessus. Est-ce que c'est recevable ou pas aujourd'hui? Parce que c'est, il me semble, quelque chose qui est arrivé après l'affaire, a posteriori après l'affaire. Et est-ce qu'on peut condamner sur l'inéligibilité? Alors il y a une question de droit vraiment très technique que vous posez, qui est liée au fait que les faits à l'époque ne permettaient pas effectivement de peine automatique d'inéligibilité. Donc, on aurait pu lui retirer ses droits civiques. Exactement, mais pas prononcer une peine d'inéligibilité. On va travailler la question de très près parce qu'effectivement, vous posez la question, donc il faut qu'on se la pose, et Philippe Expert ne manquera pas de la regarder de très très près. Par rapport aux éléments que vous venez d'évoquer, avant le pourvoi en cassation, est-ce que vous diriez que vous êtes plutôt confiant? Je reste très confiant quant à la capacité de la Cour de cassation de venir sanctionner une position qui, pour moi, n'est pas l'application d'une réalité factuelle. Donc oui, je crois que la Cour de cassation peut venir annuler cet arrêt de la Cour d'appel de Nîmes. Allez, Coralie, une question. Boris en a une aussi, et après, on va vous libérer. Maître. Et Boris pourra aussi peut-être m'éclairer. Donc là, l'affaire va être renvoyée en cassation. Ça va peut-être durer encore 1 an. Franck Proust, vous l'avez dit, peut selon vous rester président de Nîmes Métropole. Est-il possible après que la Cour de cassation renvoie sur une juridiction d'appel pour être jugée une 2e fois, et du coup est-ce que ça ne fera pas encore perdurer l'affaire de la Nîmes? Alors la cour de cassation a 2 possibilités. Elle peut casser et l'affaire peut s'arrêter à ce moment-là, ou elle peut casser et renvoyer. Non, elle peut casser et évoquer l'affaire elle-même. Sur des dossiers aussi compliqués factuellement que cela, ce serait extrêmement surprenant qu'elle le fasse. Donc vous pensez en fait que si ça elle va casse, être renvoyé je vers pense une autre que cela sera juridiction, renvoyé devant une autre cour d'appel. En général la cour d'appel de Montpellier ou la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Qui ne sera pas Nîmes donc? Certainement pas. Une toute dernière question. Est-ce que ce matin, on avait un peu le sentiment quand même ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'il y avait plutôt une confiance chez Franck Proust, chez ses avocats, etc. Est-ce que ce matin, vous êtes tombé à la renverse? Tomber à la renverse, non, parce que c'est notre métier. Mais être déçu, oui, on l'est. Maintenant, le combat continue, il n'est pas perdu. Encore une fois, alors c'est pas à propos, mais un partout. Le tribunal correctionnel de Nîmes a jugé en notre faveur, la cour d'appel a jugé en notre défaveur, la cour de cassation, on fera la synthèse de tout ça.